au quotidien à nous plaindre pour les choses que nous n'avons pas. Nous sommes trop nombreux à le faire. Mais combien de personnes sont reconnaissantes pour toutes les choses que la vie nous apporte? Des choses qu'on finit malheureusement par prendre pour acquis. La vue, l'ouïe, une famille, des amis, un toit, de la nourriture, s'habiller, toutes ces choses sont précieuses. Et notre mission, nous, dans cette émission, c'est d'essayer de vous rappeler, de prendre soin de toutes ces petites choses que la vie vous apporte au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans... Papa Ahmed Bakayoko, c'est le petit Noussi d'Abobo. Le boss Kewell, Jojo Muller, président détecteur. Abidjan Paris, vous n'avez qu'à prendre position. Chéki de Paris, il est avec Paléo. Franchement, rappelez-moi d'oublier ma prochaine battle avec Dr Philo, je vais perdre à coup sûr, c'est obligatoire. Oui, c'est vrai. Nous, dans ça joue à 6 h. Sans aucun doute. Merci. Très content de vous retrouver pour un autre numéro de C'est Midi. Être en vie et être seul, oui, c'est possible, mais c'est pas drôle. Être en vie et être entouré, c'est encore mieux. Surtout quand vous avez à vos côtés une team formidable et des amis... irremplaçable, comme Al-Hussein Sidibé, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. C'est touchant. Je vais me toucher là. C'est vrai? C'est vraiment touchant. Non, vous n'allez pas pleurer, non? Ok, d'accord. Et évidemment, il faut de la sagesse en toute chose. Je vous demande d'accueillir le sage Cassie, sinon le doyen. Pardon, le doyen. Mais que serait C'est Midi sans le distributeur automatique de la bonne humeur, Dr Philo? Merci. Mais c'est ça. C'est bien, que serait la vie sans ce public, Jessica Bamba. Et voilà. J'aime beaucoup le sage à mes côtés. C'est-à-dire quand on voit ces doyens-là à nos côtés, ça nous donne l'envie de vivre des années comme eux. C'est-à-dire pourquoi pas dépasser même le âge. Mais c'est bien doyen et souvent aussi on a peur de vieillir aussi souvent. Souvent quand il y a le sage, il dit je vais devenir comme ça. Oh bref, mais de toute façon c'est le chemin obligé. Il ne faut pas en avoir peur. Oui. C'est la suite normale des choses. Ah ben voilà, c'est un passage obligé. Dans cette émission, vous le savez, on a un sujet du jour et on va dire que le sujet d'aujourd'hui va transformer votre conception de l'épanouissement. Le thème qui a été retenu pour ce jour est le suivant. Atteint d'une surdité sévère, je suis un blogueur sans complexe. Notre invité du jour va rentrer d'une minute à l'autre, mais je vous demande de regarder cet élément de Ange pour la présentation de notre invité. C'est Midi reçoit un malattendant. Le malattendant, c'est une personne dont l'acuité auditive est diminuée. Certains arrivent à lire sur les lèvres, c'est la particularité de notre invité. La lecture labiale est son moyen de communication. Né à Jamé Williamsville, Zokolu Armand Blé est originaire de Daloa. Il est blogueur mode, rédacteur freelance et social media manager. Armand Blé vit avec cet handicap depuis 5 ans, pourtant il n'est pas né sourd. Qu'est-ce qui a suscité cet handicap? Comment le vit-il? Quel travail pour les sourds? Voici des questions qui restent posées. Merci Ange. Et je vais vous demander de vous mettre debout et de recevoir notre invité du jour, Blé Pokpa, que je vous demande d'applaudir. Bonjour Blé. Atteint d'une surdité sévère, donc cette émission, on va prendre tout notre temps, parce qu'il arrive tout de même à lire sur les lèvres et il arrive à entendre, je ne sais pas, il a une technique bien à lui, donc on va aller tout doucement, on va prendre notre temps pour qu'on puisse échanger convenablement avec Blé. Alors je rappelle, Blé Pokpa est un jeune blogueur mode, social media, manager, rédacteur web freelance, il a 23 ans, il réside dans la commune de Yopougon et depuis son bas âge, il souffre d'un souci auditif. Voilà. Mais avant de commencer l'échange avec vous, bienvenue déjà sur le plateau de C'est Midi. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Oh, merci beaucoup. Voilà. Et donc, bien avant de
commencer cet échange avec notre invité. On va prendre quand même l'avis de Dr Philo, hein, pour changer. Dr Philo, son avis, c'est parti. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci. Merci beaucoup, victime de la surdité sévère, vous avez dit. C'est ça. Voilà, zéro complexe. Mais pourquoi être complexé? Moi, je ne sais pas. Pourquoi être complexé? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui avez créé cette maladie? Non. Alors, moi, je connais des... Je ne sais pas, on ne va pas tergiverser là-dessus. Moi, je connais des sumiers bobos qui sont apprentis de bus. Même si le bus n'a pas d'apprenti. Mais il est là, il est dedans. Qui va lui demander salaire? Qui va lui dire pourquoi il est là? Il est là, il travaille pour la nation. Il est heureux. Donc, zéro complexe. La vie, on avance. Il faut avancer. Moi, je dis réussir. C'est-à-dire, celui qui veut réussir, là, il fait tout pour réunir tout autour de lui. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut réussir, il se donne les moyens de réussir. Et celui qui ne veut pas réussir, il se trouve des excuses. Voilà, c'est pourquoi quand vous allez à des carrefours, des gens qui ont toutes les facultés en place, excusez-moi monsieur, c'est des excuses qu'ils trouvent. Excusez-moi monsieur, je suis venu ici, je n'ai pas de transport pour rentrer. Mais attends, toi tu as tout au complet, tu refuses. Et monsieur, bon, moi je vous félicite, moi je vous félicite. Je veux dire que vous faites travailler, c'est ça, vous faites travailler la tête, la surdité sévère. Quand nous étions à l'école, nos parents, en matin, quand on va à l'école, quand on a nos bouffes, on lui dit, arrive à l'école, fais travailler la tête. On n'a pas dit, fais travailler tes oreilles. Ou fais travailler tes narines. Donc c'est la tête, ça se passe, c'est pas dans les oreilles. Regardez le jeune que vous avez présenté la dernière fois. Oui. Eloge. Lui souffre d'une calvitie sévère, mais il fait travailler la tête. Il est chauve, c'est Willy qui est chauve. Sinon, lui, il a la calvitie. Donc la calvitie sévère, mais c'est dans la tête que ça travaille. Et le gars, il arrive quand même à subvenir à ses besoins, il arrive à communiquer avec. Moi, je le dis. Et puis, quand il fait travailler la tête, ne faites pas travailler vos yeux, vos oreilles. Moi, je connais une famille, tellement ils ont dit à l'enfant, fais travailler ta tête, fais travailler ta tête. L'enfant est toujours nul. Et le père a décidé que, désormais, ils disent à l'enfant, fais travailler tes yeux. Et quand l'enfant va à l'école chaque matin, maternelle, fais travailler tes yeux, fais travailler tes yeux. CM2, fais travailler tes yeux. Il a tellement travaillé ses yeux que l'enfant, aujourd'hui, c'est-à-dire tous les événements, quand il atteint un petit bruit, il veut voir ce qu'il y a dedans. L'enfant, il est devenu aujourd'hui témoin de Jéhovah. Il est devenu témoin de Jéhovah. Et je pense bien que blogueur, vous êtes sur une plateforme en ligne. C'est vrai que vous êtes malentendant, ce n'est pas un péché. Et aujourd'hui, on dit l'argent n'a pas de... Je sais pas, l'argent n'a pas d'odeur. Mais c'est vrai que vous êtes malentendant, mais vous voyez l'odeur de l'argent venir. Parce que vous faites la publicité sur votre page, c'est bien. C'était un exemple pour vous donner. Vous faites travailler les ménages et faites ça travailler les oreilles. Moi, je pense que c'est quelqu'un à féliciter. Je vous en prie. Je vous en prie. Et juste après l'avis de Dr Philo, on a voulu prendre vos différents avis avec Pater Nassemian. Et sinon, la question du micro-trottoir est la suivante. Un handicap peut-il créer en vous un complexe? On retrouve mon cher et tendre ami, Pater Nassemian. Le micro-trottoir avec Chris Pater Nassemian. Quand on est né handicapé, qu'on a grandi avec l'handicap, je crois qu'avec la vie, là, on n'est plus complexé. C'est-à-dire qu'on est habitué à son complexe. Mais quand on devient handicapé, là, il y a un problème. On devait complexer parce qu'on s'est dit qu'avant, on était valide. Et maintenant qu'on est devenu handicapé avec le regard des autres, cela constitue donc une barrière pour nous. Oui et puis non, parce que si je me dis que je suis handicapé, c'est un frein. Je me dis que c'était une limite pour moi. Or, souvent, je me dis que je suis normale, j'ai le droit aussi d'exercer des activités comme les autres. Je peux dire que oui, parce que ce n'est pas partout où ceux qui sont importants, nous les handicapés, on peut partir. Vous voyez, ce n'est pas facile. Souvent, je prends le cas, les concours comme ça, là, nous on ne sait pas partout qu'on peut passer le concours. On ne peut pas rentrer dans les concours de gendarmerie comme ça. On ne peut pas les faire. Vraiment, c'est un complexe pour nous aussi. C'est autrui qui a sa conception. Sinon, pour moi, je ne suis pas complexé. Peut-être que c'est la personne qui me voit qui est complexée. Sinon, moi, personnellement, je ne suis pas complexé. Moi, je ne suis pas complexé. Moi, je me sens à l'aise. Je pense que je vis comme toute personne. Et j'ai aussi droit à tout privilège que toute personne. Le fait d'être handicapé ne peut pas me freiner à mon épanouissement. C'est l'autre qui voit la complexité. Sinon, moi-même, je ne vois pas. Je ne sais pas que je suis... En tout cas, je ne suis pas complexé. Pas de complexe, je vis ça normalement. Je suis positif dans la tête et je fais comme d'autres, ceux qui sont bien portants. Merci Paterne pour ce micro-trottoir. Alors Blé, depuis tout petit, vous allez avoir des problèmes pour entendre. Mais à l'âge de 17 ans, quelque chose va se produire
et cette chose va transformer votre vie. Mais avant, je voudrais savoir quel genre d'enfant vous étiez. Alors, quand j'étais enfant, j'étais en fait le portrait parfait de l'enfant sage. Je n'ai pas vraiment causé tort à mes parents. J'ai toujours été sage, studieux, et je me suis toujours intéressé à la culture, à la littérature, à ces choses un peu ennuyeuses que les enfants n'ont pas l'habitude de forcément s'imprégner. Donc en gros, j'étais assez studieux, je restais à la maison auprès de ma mère, je lisais, je regardais la télévision. J'étais un peu dans ma bulle. D'accord. Vous étiez réservé? Réservé? Les enfants. Vous étiez réservé quand vous étiez petit? Oui, je suis toujours d'ailleurs. D'accord. Voilà. Okay. C'est un peu ça. Et la musique, vous aimez écouter de la musique? Est-ce que j'aime écouter la musique? Oui. J'adore la musique. Ça a été la chose la plus difficile en fait à assumer lorsque j'ai perdu mon audition. Parce qu'il y a certains artistes que je ne pouvais plus facilement écouter. Okay. Mais j'arrive tout de même à écouter la musique. Ok. Justement, on va revenir à vos 17 ans. À vos 17 ans, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans? Alors, à mes 17 ans, en fait, on sortait un peu de la crise post-électorale. On était un peu déplacés en fait, de guerre, si vous voulez. Donc, on avait quitté Abobo, ma famille et moi, pour venir à Yopougon, rejoindre la famille. Et la grande famille, la famille élargie en fait. Donc, on était là. Pendant plusieurs mois, il y a eu des événements. Quand ça s'est arrêté, il fallait que je retourne à l'école. Donc, à la rentrée, ma mère a cherché à savoir ce dont j'avais besoin pour entamer ma scolarité, la liste des fournitures. Donc, elle me posait à chaque fois la question, mais moi, je n'arrivais pas véritablement à comprendre. Ça s'est passé un matin. Sans que je ne demande, sans que je ne sache comment est-ce que ça s'est arrivé en fait. J'étais, comment on dit? Un peu comme dans le noir. Dépassé par l'événement. D'accord. Parce qu'il venait d'arriver en fait. Je ne savais pas comment l'expliquer du tout. Ma mère a pensé qu'en fait, j'étais en train de plaisanter. Mais en fait, non. Pour moi, ce n'est pas du tout une blague. Tout le monde dans la maison me disait, mais le mec, il est en train de se foutre de notre gueule. Alors que non, en fait, c'est pas ce jeu. D'accord. Alors, comment vous vous sentez? Vous qui étiez, c'est vrai, un enfant réservé, mais vous aviez une vie, entre guillemets, normale. Comment vous êtes senti quand vous vous êtes rendu compte que vous n'entendiez plus? Comment? Comment vous vous êtes senti quand vous vous êtes rendu compte que vous n'entendiez plus? Comment je me suis sorti? En fait, il y a eu plusieurs phases. Déjà, il y a la phase de déni. La phase où je n'arrivais pas vraiment à accepter ce handicap. C'était assez difficile. C'était nouveau pour moi. Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un petit souci d'audition, un petit souci, mais c'était vraiment minime par rapport à ce que je venais d'avoir en fait avec moi là, ce nouvel ami. C'était totalement, c'était compliqué en fait. Donc j'étais là à la phase de déni et ensuite il y a eu la phase de dépression. La phase de dépression où j'étais vraiment déprimé. En même temps, j'avais commencé les cours, mais je n'étais pas vraiment préparé mentalement à affronter ça. C'était difficile. D'accord. Alors 3 mois après, j'ai quitté l'école. D'accord. Alors j'imagine... Maintenant, par rapport à comment est-ce que je suis parvenu à accepter le handicap... Non, avant ça. D'accord, avant ça. J'imagine que vous êtes allé voir un docteur. Oui, on a été voir le docteur. Plusieurs fois, je crois. Mais là-bas, on m'a déclaré sourd. J'étais là, mais je ne suis pas sourd. J'arrive à entendre, mais je n'arrive pas à tout comprendre. Je ne suis pas sourd, en fait. Quand les résultats, les audiogrames sont sortis, j'étais un peu largué. C'était marqué sur les feuilles, surdité sévère. Là, je n'étais pas totalement, comment dire, d'accord avec les résultats. D'accord. Mais on a dû refaire et le même résultat à chaque fois. Donc, alors, moi, j'ai une question particulière. Vous me dites
que le médecin, sinon les médecins disent que vous êtes sourd. D'accord? Comment vous faites pour m'entendre? Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que vous lisez sur mes lèvres? Comment est-ce que je fais pour vous entendre? Oui. C'est assez simple. Je vais expliquer. Mon audition, en ce moment, est sélective. D'accord. Il m'arrive d'entendre quand certaines personnes me parlent. Okay. Et il m'arrive de ne rien comprendre du tout. Là, en ce moment, avec vous, Jessica, j'arrive à vous comprendre parce que vous parlez à un débit assez contrôlé. Votre voix est posée et vous articulez mot par mot. Donc, ça fonctionne facilement. J'arrive à Excusez-moi. Voilà. Oui. Donc, tout ce que moi j'ai dit au début de cette émission, vous n'avez rien compris du tout. Elle ne comprend pas tout ce que tu as dit. J'ai une question. Oui. Il ne va pas comprendre. Pose à Jessica. Attendez. Comment vos parents ils réagissent après que les médecins leur donnent vos résultats? Vos parents. Comment ils réagissent? Comment je dirais? Comment vos parents? Comment mes parents réagissent après les résultats? Comment mes parents réagissent après? Je dirais qu'ils se sont sentis mal pour moi. Parce que c'était difficile quand même. J'ai déjà un petit souci auditif. Il y a un souci qui n'arrivait pas vraiment à contrôler. Et là, ça s'aggrave. D'une part, je sais qu'ils se sentaient vraiment impuissants. Ils ne savaient pas quel mot coller là-dessus. Comment me motiver, me redonner goût à la vie et tout. C'est assez difficile un peu pour... Non, mais justement, pour parler de ça, il y a la mère de Blé qui est là. Maman, levez-vous, on va vous applaudir. Parce que ce n'est pas évident. Et je vais vous demander de nous expliquer comment vous vous êtes senti et comment ça a été de le gérer au quotidien. Vraiment, c'était pas facile. Parce que ton fils, à l'école, il était brillant. Et du coup, il est devenu sourd, il n'entend pas. Quand on lui parle, on passe. Au début, on pensait qu'il faisait exprès. Et à la longue, on a senti que vraiment, c'est pas bon. C'était pas bon. À ce moment, son papa vivait, c'est du vivant de son papa. Vraiment, nous deux, on n'a pas pu supporter. Et on a failli même, vraiment. Parce qu'il était mon fils le mieux, qui était brillant à l'école. Il était très intelligent. Vraiment, c'était pas facile pour moi. Et lui? Lui et moi, on s'est mis à pleurer. On s'est mis à pleurer. Mais non, faut pas. Faut pas. D'accord? Ça va aller. Il est fort. Il est plus fort que ce que vous pouvez imaginer. D'accord? Mais alors, Blé, il a des sœurs, il a des frères. Comment est-ce que ça se passait avec les frères et sœurs à la maison? Au début, c'était pas facile. Quand il faisait des histoires, parce qu'il déprimait, les gens se moquaient de lui, ses frères, mais quand il parlait, ils mettent à rire. Pour eux aussi, ils se moquaient de lui. Donc, c'est moi seul qui le comprenais. C'est moi seul qui pouvais le calmer, c'est moi seul qui pouvait faire des choses. Sinon, de nature, il est calme, il n'est pas un enfant qui est chose baba. D'accord. Okay. Merci beaucoup, maman. Merci. Je veux dire à maman, faut pas encore... Blé, il est heureux aujourd'hui. Il est heureux. Là où il est assis, Drogba s'est assis là. Ah oui, quand même. Oui, Drogba s'est assis là. Et récemment, on a reçu le ministre de l'artisanat. C'est la même place où le ministre était assis. Donc, il est au même niveau que ces derniers-là. Aujourd'hui, il dit il est sans complexe, faut pas encore. C'est bon, il est bien. Mais pour vous faire plaisir, il faut que je arrive quand même à poser une question à Blé pour qu'il comprenne quand même. Parce qu'il a dit qu'il n'a rien compris dans ce que j'ai dit. Blé, ça vous fait mal, hein? Non, ça me fait mal. Il dit vous articulez. Donc nous, on n'articule pas. Ah bon, déjà, rapprochez-vous et essayez d'articuler, non. C'est comme vous êtes bis articulé, nous on a les bis beaucoup là. Rapprochez-vous et essayez. Voilà. Blé, je veux juste savoir. Alors, comment êtes-vous aujourd'hui? Parce qu'on a vu maman en pleurs. Comment êtes-vous arrivé aujourd'hui à surmonter cette situation de surdité sévère? C'est bon, ça passe? Ok, d'accord.
C'est compris, hein? C'est vraiment une longue histoire. Je ne sais pas si j'aurais eu assez de temps pour la raconter, Jessica. Mais d'ailleurs, déjà, je pense... C'est des questions d'abord, avant d'en arriver là. D'accord, voilà. Ok. Alors, donc, j'imagine que là, vous avez un vrai problème. Vos habitudes vont changer. À l'école, comment ça se passait? À l'école, comment ça se passait? D'une part, j'ai reçu le soutien de certains camarades de classe. Ils voulaient m'aider un peu à m'adapter à ma nouvelle condition. Ils ne savaient pas en fait que j'avais ce nouveau truc avec moi, ce handicap. Non, je n'en ai parlé à personne. Donc, ils m'aidaient un peu par rapport aux cours. Souvent, il fallait que je recopie. En fait, pendant que le professeur, comment dire, dictait les cours, donc je devais recopier sur mes voisins. Et souvent, il me tapait tout doucement pour me dire qu'il y avait une telle situation où le professeur, par exemple, devait faire une interrogation, un devoir, etc. etc. Il m'aidait. Mais en même temps, il y avait le petit côté espiègle. Ça, c'est un passage obligé. Les moqueries. Là, je prenais mal. À cette époque-là, j'étais une véritable éponge. C'est-à-dire que quoi? Tout m'atteignait, tout m'atteignait. Je prenais les choses assez personnellement. C'était assez difficile. En fait. Et après, vous allez abandonner complètement l'école parce que vous allez laisser tomber l'école, vous allez arrêter l'école. Oui, j'ai laissé tomber l'école parce que c'était trop difficile pour moi. C'est trop difficile, d'accord. Je me disais que, d'une part aussi, les professeurs n'étaient pas très, comment dire, motivants. D'accord. Pour eux, c'est pas un truc bien grave. Donc, ils se focus sur les gens, enfin, les gens normaux, les entendants. Voilà, okay. C'est comme ça. Alors, Blé a arrêté ses cours, mais que s'est-il passé après? La suite de notre histoire assez captivante, c'est juste après la pub. De retour sur le plateau de C'est Midi, et juste avant la pub, nous étions en train d'échanger avec notre invité Blé Pogba, qui nous expliquait sa nouvelle vie et comme il dit avec son nouvel ami. Alors, Blé, vous avez quitté l'école. Il n'y a plus d'école, c'est fini. Qu'est-ce que vous faisiez à la maison? Après l'école, quand vous avez arrêté l'école, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées? En fait, quand j'ai arrêté les cours, j'ai passé un long moment à regarder les lieux de la maison. Je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie. J'étais vraiment perdu. J'avais besoin d'être motivé, de trouver un réel sens à ce que je voulais faire. Donc, vu qu'on venait d'aménager à Yopougon, il y avait beaucoup de cartons dans la maison. Et je déballais souvent les cartons et je tombais sur des livres ou sur des cahiers. C'est à partir de là que je me suis remis à la lecture. Les livres appartenaient à mon père. Donc j'ai lu pas mal de livres, pas mal de bouquins. J'ai renoué avec la littérature africaine. Donc ça m'a beaucoup aidé. À partir de là, j'ai commencé à écrire mes propres histoires. Ça m'a permis de vivre 1000 vies. Et dans la même période, j'ai découvert aussi la blogosphère ivoirienne. Il y avait un site, 225 nouvelles, qui a été lancé par la blogueuse Didi. Et elle me donnait la possibilité de poster mes nouvelles que j'écrivais là-bas. C'était génial. Là-bas, je postais toutes les histoires que j'écrivais. À chaque fois, j'avais des retours pour améliorer mes textes. Mon vrai but, c'était de devenir écrivain. Je voulais devenir écrivain. Je voulais sortir un livre. Ça, c'était mon but du moment. C'était la motivation, le petit truc du moment qui allait m'aider en fait. Donc, j'ai écrit beaucoup d'histoires, j'ai publié sur le site. Et j'ai vu qu'à cette période, il y avait beaucoup de gens qui ouvraient des blogs. C'était un petit boom sur le web ivoirien. J'ai décidé d'ouvrir mon propre blog aussi, pour poster directement mes histoires. Et pour pouvoir avoir des retours en temps réel. Parce que ça prenait aussi du temps à valider sur le site de Gagny. Donc j'avais mon propre site. J'ai publié les nouvelles. Et j'ai aussi réfléchi. Bon,
je ne vais pas passer mon temps à publier que des nouvelles. Et si je parlais de tout et de rien, comme le font Kara Eliokou, Ophélie Talmas, la plupart des blogueurs, les blogueuses populaires de l'école, en fait. Donc, j'ai fait ça. Et ça a commencé à connaître les sociaux. J'ai été sollicité pour écrire pour des webzines. J'ai aussi eu mon expérience en tant que petite main pour des sites en ligne, toujours en ligne, uniquement digital. Ça, c'est dans mes débuts. Donc là, mon expérience professionnelle était en train de s'accumuler. Même si souvent, j'écrivais pour des sites bénévolement, je le faisais avec le cœur, avec tout mon amour. J'avais déjà cette passion pour la mode là, mais je n'assumais pas vraiment. À chaque fois que je voulais dire à quelqu'un, bon, je veux bosser dans la mode, toi, tu veux bosser dans la mode, il y avait déjà une petite rengaine, des gens qui ne sont pas forcément favorables à la chose, qui se disent que bosser pour la mode, ça ne rapporte pas, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Faut chercher un vrai travail, en fait. Donc, lors de la Digital Week à Abidjan, il y a une amie qui m'a dit « Est-ce que tu blogues sur la mode ?» Elle m'a posé cette question-là. J'ai tout de suite trouvé ça comme une insulte. Parce que pour moi, les blogueurs mode sont assez superficiels. Ils ne postent que des photos de leur look, en fait. À cette époque, c'est ce que je pensais, les blogueurs mode. Mais après j'ai discuté avec mes amis et ils m'ont dit oui, tu as le profil d'un blogueur mode, mais tu n'es pas dans l'outfit. Tu n'es pas le genre de blogueur qui va, comment dire, publier les photos de ses vêtements, non. Mais tu as le profil en fait d'un blogueur qui peut traiter des dossiers de fond sur la mode. D'accord. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est que vous allez créer votre blog et vous allez parler de la mode africaine. Oui. Vous allez développer des thèmes autour de la mode africaine pour la faire connaître. Qu'est-ce que vous faites exactement avec votre blog? Comment? Qu'est-ce que vous développez sur votre blog? Est-ce que je développe? Qu'est-ce que vous développez sur le blog? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que vous développez dans votre blog? Qu'est-ce que je développe dans mon blog? Ouais, exact. Alors, en début d'année, après plusieurs années, après un temps de laxisme, j'ai décidé de relancer mon blog et de parler exclusivement de mode africaine. D'accord. Pour pallier un peu, comment dire, à un besoin dans l'industrie locale et africaine aussi. D'accord. En Afrique francophone, il n'y a pas réellement de blogueurs mode qui puissent traiter de vrais dossiers comme ça, comme je voulais le faire. Donc je me suis dit, il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je parle des dernières collections de créateurs, des dernières fashion week africaines, enfin, un peu... En tout cas, de toutes les informations tout le background autour de avec la mode. les designers, comment est-ce qu'ils font pour vendre, où est-ce qu'il faut trouver les vêtements de créateurs, etc., etc. Et justement, je pense que votre travail a été récompensé récemment. Vous avez reçu un prix, le prix de la révélation du blogging ivoirien lors des Ivoire Blog Awards. Et ça, franchement, ça s'applaudit. Vous avez travaillé malgré ce que les gens peuvent appeler un handicap. Vous avez travaillé et vous avez donné le meilleur de vous-même. Et tous vos amis, je pense que la plupart de vos amis sont assez impressionnés par votre talent. On trouve que vous avez une plume assez extraordinaire. Moi, j'ai pu lire un tout petit peu vos blogs et c'est assez intéressant. Mais je pense que moi, j'ai eu beaucoup de questions à poser. Il y a aussi les internautes qui regardent cette émission, les téléspectateurs, qui ont également des questions à poser. Et c'est avec Paulus Agathon qu'on retrouve tout de suite. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Jessica. Bonjour Paulus. Bonjour à toutes et à tous. On va directement sur notre page Facebook. Hein. Allez. D'accord. Alors je commence avec le message de Herman Etibois. Il dit le combat primordial des personnes handicapées est de se convaincre qu'elles peuvent elles-mêmes se fixer des objectifs, bâtir des projets personnels et professionnels et les réussir. Malheureusement, beaucoup de personnes y pensent, mais peu de personnes arrivent à les réaliser. En tout cas, chapeau à vous. Une question de Lily Mackenzie. Elle dit « J'adore ta personnalité, tu t'assumes tellement, mais a priori, il existe des appareils pour développer l'audition. Pourquoi tu n'en portes pas ?»
Alors, est-ce que tu as essayé de mettre des appareils? Est-ce que j'ai essayé mes appareils? Oui. Ah oui. Alors? Alors, il y a un truc avec les appareils auditifs. Ça ne m'aide pas vraiment. D'accord. En fait, ça peut m'aider à ne pas me faire renverser par une voiture. Ou à amplifier les sons comme des baffles dans mes oreilles. Boum, boum, comme si j'étais dans un mec. Donc, c'est tout ce à quoi ça sert en fait. C'est un peu faire le malin, vous voyez un peu. Sinon, ça ne va pas être ça. Une question, police. Alors, le dernier message, c'est pas une question, on va dire une belle conclusion. Bakary Diarasuba qui dit chapeau et beaucoup de courage à vous. Vous avez surmonté votre handicap parce que vous avez brisé les complexes liés à votre état. Aujourd'hui, vous êtes un blogueur. Voilà un bel exemple de réussite qui doit nous interpeller tous autant que nous sommes valides ou handicapés. Et donc, c'est nous qui fixons les barrières et c'est nous qui pouvons les relever. Alors, Jessica, c'est là que je m'arrête pour cette semaine. Merci, police. Merci infiniment pour toutes ces réactions. Alors, Blé, vos amis qui sont fiers de vous ont tenu à vous envoyer un message. On regarde. Tu es quelqu'un de merveilleux, de joyeux, de créatif, mais surtout d'intelligent qui ne baisse pas les bras. Je t'encourage, je suis fier et content d'être un de tes amis. Continue d'être toi, continue de croire en toi, continue d'être ce garçon formidable, ce gars qui se bat pour montrer qu'il a quelque chose dans le coffre, même s'il n'a pas les diplômes qu'il faut. Continue comme ça. La mode ivoirienne a besoin de toi, la mode africaine a besoin des gens comme toi. Hello Blé, je ne sais pas parler le langage des signes, mais mon cœur peut parler. Écoute, je suis très fière de toi. Je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je te souhaite beaucoup de courage aussi. Gros bisous. Continue comme ça. Bravo Blé. Alors je vois que Blé, beaucoup d'émotions. Entre-temps, le sage, vous avez une question? Oui. Je voudrais que M. Blé nous parle un peu de ses ambitions. Alors, Blé, on est quasiment à la fin. Aujourd'hui déjà, comment vous vous sentez et quelles sont vos ambitions? Quels sont vos projets pour la suite? Comment est-ce que je me sens? Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez plus épanoui, plus d'assurance en vous? Comment est-ce que vous vous sentez? De 2012 à maintenant, je pourrais dire que j'ai connu le désert. Excusez-moi. Allez-y. J'ai connu mon désert. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je suis une personne beaucoup plus forte de ce handicap. Ce n'est plus vraiment une faiblesse. C'est quelque chose que Enfin, ça fait partie de mon identité en fait. Et j'ai compris aussi que je pensais à chaque fois être limité par ce handicap. En fait, non. Car justement, la limite, en fait, c'est la pensée. C'est la pensée. C'est ça. D'accord. Bravo. Merci infiniment d'être venu. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Et à travers votre témoignage, on comprend que finalement, on doit s'attacher aux choses les plus essentielles. Et même si on pense ne pas tout avoir, on peut faire des choses extraordinaires avec le peu qu'on pense avoir. Merci Blé, merci d'être venu. Merci infiniment. Et on reçoit, bon voilà, c'est parti. Alou Sidibé pour sa chronique, c'est parti. C'est innovant avec Alou Sidibé.
Salut Ferry, d'invention et de nouvelles technologies. J'espère que vous allez bien consolider la paix par l'innovation et par l'entrepreneuriat. Voilà ainsi libellé le thème de cette 5e édition de Africa Web Festival qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Vous le savez, Africa Web Festival, c'est le rendez-vous incontournable du numérique en Afrique francophone. Et pour en parler, on a en plateau Monsieur Ouattara Morel, qui est le représentant de la délégation internationale invitée à Africa Web Festival. Merci, Monsieur Al-Hussein. Je suis sur ce plateau au nom de la fondatrice de l'Africa Web Festival, qui est, comme vous le disiez tantôt, le plus grand festival dédié au numérique d'Afrique. Donc, au nom de Madame Mariam Sy Diawara, j'aimerais présenter à la Côte d'Ivoire, à la jeunesse africaine, l'opportunité qui leur est offerte à travers ces 3 jours de rencontres et d'échanges que le digital permet aujourd'hui, non seulement de nourrir son homme, comme on l'a vu tantôt avec l'invité M. Blé Pogba, mais aussi de résoudre des problèmes sociétaux aussi cruciaux qu'ils puissent être comme la paix. Alors nous invitons durant ces 3 jours toute la population ivoirienne et même d'Afrique, de passage à Abidjan, à faire un tour et pour découvrir tout ce qui peut se faire comme innovation sur le plan digital. Avec nous, on a des invités qui sont venus de la France, du Canada, de la Belgique et de tout le monde francophone. On va laisser la place à notre invité pour qu'elle nous dise ce pourquoi elle a fait le déplacement. D'accord. Bonjour, moi c'est Matina de Madagascar. Je représente la délégation OIF Madagascar. Wow. Et j'ai créé, merci, Saina, qui est une start-up. On forme gratuitement des jeunes malgaches qui viennent de milieux précaires ou qui ont des situations comme Blé. On les forme gratuitement au métier de codeur web, développeur web. On les forme en 4 mois ou 7 mois. Et à la fin de leur cursus, on les place en entreprise en alternance. Donc ce sont donc les entreprises qui financent en intégralité le coût de la formation. Et en 2019, on est fiers de pouvoir s'exporter ici en Côte d'Ivoire. Donc bientôt, vous pourrez voir ces formations ici en Côte d'Ivoire. Merci. Merci infiniment. Et comme on dit chez nous, à quoi bas. Et alors, bien merci. Et vous pouvez rester connecté à notre page Saina. D'accord, avec plaisir. Merci. Alors, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec un autre porteur de projet qui va peut-être nous dire en 2 phrases, c'est quoi votre projet? Je sais que ça a été développé par un Sénégalais, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et ben moi, je suis venue pas seulement pour présenter ce projet, je suis venue en même temps pour soutenir mes amis là, de Marabouts Communication. Et ce sera Marabouts Communication qui sera l'ambassadeur de cette application qui a été conçue par un Sénégalais, un jeune Sénégalais, Ibrahim Ndiaye. L'application qu'on peut télécharger sur Google Play et Apple Store et qui va pouvoir évoluer. L'application s'appelle Niata. Pour la sémantique, je laisserai le soin à notre ami d'expliquer. Et le plaisir de pouvoir aussi participer à Web Africa Festival 5e année. On a terminé. J'aimerais vous inviter, chers férus d'invention, d'innovation, chers geeks, à Africa Web Festival. Ça a commencé aujourd'hui. Je pense que ça prendra fin le samedi 1er décembre. C'est au Palais de la Culture. Ne le ratez pas parce que ça sera le moyen de rencontrer des passionnés de numérique, des personnes qui trouvent, qui proposent des solutions pour faciliter la vie autour de surtout aussi un système de mentorat qui... Moi, en tout cas, j'y serai. Qu'il y aura entre des grosses entreprises et des startups. Donc, vous êtes invités, venez massivement. Merci. On se voit la semaine prochaine. Inventez, innovez, créez et réinventez votre quotidien. Et nous avons un autre invité. Il est journaliste sportif à la RTI. Il vient nous parler de son livre intitulé Le français ivoirien, nos fautes au quotidien. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, et de recevoir M. Ricardo Zama, s'il vous plaît. Oui, ça va. Ça va. Bonjour, monsieur Ricardo Zama. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous retrouver, en tout cas, sur le plateau de ce midi. C'est un plaisir partagé. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre bouquin, votre livre intitulé Le français ivoirien, nos fautes au quotidien. Oui. Je rappelle que juste avant ça, vous aviez sorti l'épopée du football ivoirien et il était une fois Amédée Pierre. Oui. Voilà, donc là, je pense que c'est votre 3e livre, c'est bien ça?
Le français ivoirien, dites-nous tout. Bah, le dernier, ce n'est pas un livre en tant que tel, c'est juste un opuscule qui m'a permis de recenser nos fautes au quotidien. Nous mélangeons beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc, j'ai écouté d'une oreille attentive les uns et les autres. Et je me suis dit, pourquoi ne pas rassembler toutes nos fautes et puis permettre à tout le monde, même si ce n'est pas de les corriger définitivement, mais de les amenuiser à tout le moins. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à faire cet opuscule. Je vous donne quelques petits exemples. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai eu le temps de regarder. Je suis là à travailler. Oui, c'est ce que nous disons. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là à travailler. Non, je suis en train de travailler. D'accord. Voilà. Alors, donc je viens. Je viens dans 10 minutes. Oui. Les enfants, attendez-moi ici, je viens dans 10 minutes. Voilà, c'est ce que l'Ivoirien dit. Attends-moi ici, je viens. Alors qu'il est en train de partir. Voilà. Non. Vous revenez. Donc on dit, attendez-moi là, je reviens dans 10 minutes. Alors là, moi, je suis tombée sur un truc assez intéressant, la levée de corps. Oui, mais on l'entend beaucoup à la radio, hein, les communiqués la levée de corps aura lieu. La levée de corps, c'est autre chose. D'accord. La levée de corps, c'est l'examen codifié qui vous permet de déterminer les causes d'une mort violente. Non, mais monsieur Ricardo Zama... C'est ça, la levée de corps. La levée de corps. D'accord. Maintenant, quand vous parlez de prendre le corps d'Ivoire Sépulture, par exemple, pour aller faire les autres cérémonies funèbres, c'est la levée du corps. D'accord, attention. Ah ouais, ça c'est quand même intéressant. La levée du corps. Alors moi, je pense que je vais le dévorer ce soir, c'est bon? Parce que là, je suis fatiguée de faire toutes ces fautes. Voilà. Donc je vous invite justement à récupérer ça. Ça va vous aider aux cheveux de votre lit pour éviter de faire les fautes. Il y a une expression qui revient assez fréquemment, c'est accoucher, par exemple. Ma femme a accouché un petit garçon. Ok. C'est le médecin qui accouche votre femme. Ah, d'accord. Alors là, franchement, on peut aller se recoucher. Hein, on veut aller se recoucher parce que c'est compliqué. Donc le médecin ou la sage-femme accouche votre femme et votre femme a accouché d'un enfant. D'accord. Merci infiniment, monsieur Ricardo Zama. Alors ici, nous allons inviter Madame Diagou Madina, elle est communicatrice. Elle vient parler de la fête de la vie qui est à sa 10e édition et organisée par l'ONG Les Amis de la Vie qui aura lieu le 1er décembre. Bonjour. Allez. Alors vous avez remarqué, ici nous sommes tous des amis de la vie. Hein. Alors dites-nous tout, expliquez-nous qu'est-ce qui va se passer ce 1er décembre à partir de 9h. Ah oui, attention. Attention à ce que vous allez dire. Mais est-ce que ça se dit, monsieur Ricardo, fête de la vie? Est-ce que la vie se fête? La fête de la vie. Oui, la fête de la vie. Oui, ça se dit. Dieu merci. Comme nous sommes soulagés, après on peut continuer. Alors dites-nous, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est l'événement attendu, monsieur Ricardo Zama. Est-ce que ça se dit ça? Oui, c'est l'occasion que l'ONG Les Amis de la Vie donne à tout le monde entier de marquer une pause et de célébrer la vie qui nous porte, la vie par laquelle je suis devant vous aujourd'hui, la vie par laquelle je suis en face de cette caméra, en face de vous, téléspectateurs de C'est Midi, la vie par laquelle nous pouvons vaquer à nos occupations, nous pouvons rechercher des choses. C'est la vie, le bien le plus précieux. Alors, et voilà, franchement, là, avec déjà ce que je vois, je pense que ça va être une vraie célébration. Et je pense que cette manifestation va commencer par un défilé carnavalesque. Bien sûr, Et on va recevoir justement, je pense... Ouh là là, venez, vous pouvez venir. Allez, c'est parti. Un petit aperçu de ce qui va se passer. La compagnie Moulato. Alors ça, c'est un bref aperçu de ce qui va se passer. Comme vous pouvez le voir, ce samedi 1er décembre, ce sera magnifique. La compagnie Moulato qui va nous offrir un défilé carnavalesque ce 1er décembre 2018 à partir de 9h au stade de l'université. Il n'y aura pas que ça. Il y aura une grosse célébration, un concert. Un concert également, le concerto géant de la vie. Le concerto géant de la vie avec des artistes comme Safarel Obiang avec son tchin-tchin. Vous aurez également Afou Keita, vous aurez DJ Kérosène, vous aurez le gang de bas de Trashtown, Ismaël Isaac. Ils seront avec nous pour célébrer la vie. On vous invite ce 1er décembre, samedi, rendez-vous à 9h à l'INSAC, devant l'esplanade de l'INSAC pour le défilé des vivants. Comme vous pouvez le voir avec la compagnie Moulato, haut en couleur, tout ce que vous n'avez jamais vu
dans un carnaval. Les amis de la vie vous le promettent, ce samedi, devant l'esplanade de l'INSAC à partir de 9h. Alors merci infiniment. Et je pense qu'il est là, quelque part. Monsieur Molato, rapidement un petit mot. Voilà, on invite toute la population à venir de façon déguisée, de façon carnavalesque, bling bling bling, assez de maquillage, body painting, des plumes. Ressortez tous les accessoires, regardez Dr Philo pour les hommes, ainsi de suite. Tout le monde au carnaval le samedi matin, c'est ça. Absolument, merci infiniment. Et on y sera. Je vous rappelle, le 1er décembre 2018 à partir de 9h au sein de l'université. Et très rapidement, une petite information, le 3 décembre 2018, c'est-à-dire lundi, c'est la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée internationale leur a été dédiée depuis 1992 par les Nations Unies dans le but d'œuvrer à la promotion et au respect des droits des personnes handicapées dans le monde pour leur permettre une meilleure inclusion sociale. Et nous, on va se quitter en célébrant la vie, bien évidemment. Rendez-vous le 1er décembre au sein de l'université. C'est parti.